L'enregistrement, c'est parfait, on va aller tout doucement. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à notre communauté de partage sur les troubles d'apprentissage. Nous avons eu un atelier sur ce thème lors de notre forum de l'année passée, qui a été présenté par Madame Suzanne Bonneville. Et Suzanne revient cet après-midi pour nous parler des causes, des formes, des manifestations de ces troubles que nous pourrions observer lorsque nous travaillons avec nos personnes apprenantes. Alors pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, Suzanne est la fondatrice de l'Association francophone des troubles d'apprentissage, en acronyme AFPED. Elle a l'habitude d'animer des soirées d'information et de partage sur des troubles d'apprentissage pour les parents ou les proches aidants des élèves. Elle a été représentante de la communauté francophone et de l'anomalie trouble d'apprentissage au Conseil consultatif ministériel de l'éducation de l'enfance en difficulté de 2013 à 2019. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose là, Suzanne, dans ta présentation. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. OK. Je vais te laisser, toi, tu gères les choses. Okay, c'est parfait. Alors, juste pour un petit peu d'explication pourquoi que je m'intéresse aux troubles d'apprentissage. Moi, je suis une enseignante à la retraite depuis plusieurs années, mais notre fille a un trouble d'apprentissage et ça nous a pris 9 ans avant d'avoir le bon diagnostic. Elle était rendue en 9e année. Et puis, c'était l'enfer autant pour elle que pour tout le monde. Et puis, quand on a eu le bon diagnostic, puis là, j'ai découvert exactement pourquoi elle avait tellement de difficultés. Je me suis commencé à faire des recherches là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai été dans l'enseignement, j'ai manqué le bateau. Comment ça se fait? Bon, finalement, j'ai fondé, ça devait être un groupe d'appui. Puis finalement, en 99, c'est devenu une association à but non lucratif. Et je travaille comme bénévole et comme directrice générale de l'association depuis 1998. Alors oui, ça fait longtemps. C'est une passion. Comme vous allez probablement remarquer, je pourrais en parler là, jusqu'à demain et après-demain. Je sais qu'on s'est supposé finir à 3h30, puis il va y avoir une période de questions, mais moi, j'ai rien à mon calendrier après. Alors, je regarde là, et là, je devrais regarder ici. Je sais jamais, si je regarde là, est-ce que vous me voyez le visage ou est-ce que vous me voyez le côté? Je vous entends. Le côté, Le côté comme ça, donc je suis mieux d'aller comme ça. non, de l'autre côté, si tu es tout droit, voilà, là on te voit le visage. Vous voyez le visage. OK, parfait. Excellent. Bon, c'est parce que moi, j'ai 2 écrans, là, puis en tout cas, j'essaie de m'organiser. Alors, si jamais vous avez des questions, alors, n'hésitez pas, on peut le faire après l'enregistrement. Si je me souviens bien, l'enregistrement, on arrête quand c'est le temps des questions. On fait juste enregistrer la formation comme telle. Est-ce que c'est ça, Lydiane? C'est comme tu veux, Suzanne. Petit rectificatif, par contre, c'est à 3 heures qu'on est censé terminer et non 3h30. C'est vrai que c'est 3 heures. Oui. OK. Oui, OK, je comprends, c'est vrai, oui. Mais s'il y en a après 3 heures qui veulent rester pour jaser et advenir que vous avez plusieurs questions, je pourrais toujours vous envoyer un Zoom, là, puis on pourrait continuer un autre tantôt. OK, il n'y a pas de problème là. Je vous remercie d'être là, puis je vous remercie de partager ma passion, puis je le sais que les choses, ça va être vraiment utile pour les apprenants avec lesquels vous transigez. Alors, sans plus tarder, je vais partager, parce que là, ici, j'ai quelque chose en plein milieu, Lydiane. Peux-tu enlever ça, là? This meeting is being recorded. OK, got it. Faut que je dise ça. Got it. OK. Là, je vais partager. Donnez-moi 30 secondes. Ça. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Parfait. Excellent. Alors, est-ce que vous avez reçu les documents d'appui? Sinon, c'est pas grave, parce que, voyons, là, comment ça se fait que ça ne veut pas bouger, cette affaire-là, là? Oh, mon écran, OK, ici, il faut passer un petit peu, OK, bon. Je peux mettre le lien dans le chat, Suzanne, si tu veux. Et puis, c'est que si vous allez sur le site web de l'association, afped.ca,
Quand vous êtes sur cette page-là, vous allez à la section menu. Dans la section menu, vous allez dérouler jusqu'en bas, à la section conférences et formations, puis vous voyez, j'ai document d'appui 2024 avec le nom de la conférence. Et puis, vous allez voir une page comme ceci. Puis, en passant, ce matin, j'ai ajouté un autre document en bas là. Il y en a un 9e. Alors, vous avez accès à tout ça. J'ai testé les liens. Tout fonctionne. La présentation PowerPoint, vous avez toutes les diapositives. Exactement. Là. Puis, j'ai même mis des lignes à côté si vous voulez écrire. Mais sinon, je sais qu'il y en a plusieurs qui préfèrent juste tout écouter puis ensuite le lire après. Mais si vous avez des questions, en passant, les questions, si c'est possible de les garder à la fin pour me permettre de passer à travers du PowerPoint, parce que des fois, la question peut être plus pointue, puis ça demande plus de temps, puis j'aurai pas le temps de finir. Puis j'ai 95 diapos. Moi, là, l'art d'être bref, là, c'est pas moi. Mon mari dit que c'est moi qui ai écrit l'art d'être bref en 27 volumes. Alors, mais juste peut-être écrire votre question à côté, puis on pourra y voir après. Bon, là, ça, c'était supposé. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre avec vous? On va voir une petite introduction. C'est important de comprendre les troubles d'apprentissage, voir la différence entre qu'est-ce que c'est vraiment une difficulté, parce que vous allez avoir, s'il y a des apprenants qui ont des difficultés, ça peut être soit une difficulté d'apprentissage ou un trouble d'apprentissage, puis c'est adressé différemment. On va voir les causes, pourquoi que c'est comme ça, les styles d'apprentissage, ça c'est bien important. Les styles d'apprentissage en fonction des 4 axes du cerveau. Ça, c'est important de prendre du temps et de voir ça avec les apprenants, pour que les apprenants puissent vraiment comprendre où ils se trouvent. Puis juste savoir ça, là, ça peut vraiment leur aider dans leur apprentissage. Ensuite, les formes de troubles d'apprentissage et les comorbidités, parce qu'il y a beaucoup, ça coexiste. Il y a bien des choses qui coexistent ensemble. Je vais fermer mon téléphone. Excusez-moi ici, là. J'avais peur d'être obligée d'appeler, là, parce que j'avais des problèmes. Je vais juste le fermer comme tel. Excusez. Les manifestations et observations, les forces, il faut vraiment mettre l'accent sur les forces, comme je vais y revenir tantôt. On va prendre des stratégies, conclusion, période de questions. Puis comme je vous dis, la période de questions peut aller plus loin que 3 heures et où on peut même s'entendre et faire ça une autre journée. Alors, pourquoi je commence par les mythes? C'est parce que les apprenants qui ont de la difficulté, là, croient que ces mythes-là, là, durent comme fer. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est des mythes puis que c'est faux. Okay? Donc, souvent, là, on sait que ça, c'est été prouvé là, par des recherches. Souvent, les gens pensent que parce que tu écris bien puis que tu lis très vite, tu es super intelligent. Oui, ils ont l'intelligence verbo-linguistique. C'est la seule qu'ils ont, là, vraiment. C'est juste, ça peut être juste ça qu'ils ont. OK? Donc, mais souvent, malheureusement, dans les écoles, on va valoriser beaucoup, OK, les gens qui lisent et qui écrivent très bien, qui écrivent sans faute, je devrais dire. Et puis, il faut que j'ai l'autre ici. Par contre, on sait qu'il y a énormément de personnes très célèbres qui ont produit beaucoup de choses utiles pour la communauté et tout ça, et puis que ce sont des gens qui sont sévères dyslexiques. En passant, j'y reviendrai tantôt, c'est ça. Alors, moi, mes 2 Bibles dernièrement, depuis 2 ans, là, ce sont la Bible This is Dyslexia par Kate Briggs et The Dyslexic Advantage. Ça, c'est leur 2e édition. J'y suis depuis 2003. C'est parce que vraiment, là, oui, la dyslexie, c'est un trouble. Mais il faut aller au-delà du trouble, puis il faut aller voir les habiletés différentes que ces gens-là ont, qui se rendent souvent pas compte qu'ils ont, ou qu'ils pensent, parce qu'il y a une facilité là-dedans, ils pensent que c'est facile pour tout le monde, mais eux sont vraiment accrochés sur le fait qu'ils ont de la difficulté à lire ou de la difficulté à écrire. OK. Le 2e, c'est qu'on pense toujours que les gens qui ont un trouble d'apprentissage ont un QI qui est plus faible. On dit, ouais, il est pas intelligent. Alors là, encore là, comme ça revient à l'autre diapo que je disais, si on regarde Churchill, Patton, Agatha Christie, OK, Dr. Maggie et Einstein, ce sont tous des personnes qui avaient des troubles d'apprentissage. Regardez qu'est-ce qu'ils ont contribué dans alors, là, c'est là que mais Agatha Christie, avec tout le montant de livres, oui, elle était sévère dyslexique, mais elle avait les idées et la création. Aujourd'hui, tu sais, elle avait quelqu'un qui écrivait pour elle. Même chose avec Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand, elle écrit des livres, c'est pas elle qui les écrit. Elle dicte ça à quelqu'un, puis là, quelqu'un qui peaufine tout ça. Mais l'idée principale, c'est elle qui l'a.
Ensuite, souvent, là, ces gens-là vont passer comme des gens paresseux qui font pas l'effort. Si on voyait le montant d'efforts qu'ils font, mais que ça rentre juste pas, alors c'est vraiment triste. Alors ensuite, d'autres, c'est faire doubler une année, ça va corriger. Alors, je suis convaincue qu'il y a plusieurs de vos apprenants qui ont déjà doublé des cours, qui ont doublé, ça a bien corrigé. C'est parce que ça, quand je parle avec les parents des enfants plus jeunes, je dis, ben, peut-être en maternelle, ça vaut la peine, ou d'autres, mais à part de ça, là, non, vraiment, là, surtout s'ils ne sont pas fait doubler avec le même prof, la même méthode, c'est la méthode qui ne fonctionne pas, là. OK? Ensuite, les troubles d'apprentissage sont liés au niveau socio-économique de la famille. Il y en a qui pensent, ah ben là, ils viennent d'une famille qui est moins à l'aise, donc c'est pour ça que non, ça n'a rien à faire avec la famille, ça n'a rien à faire avec la culture. On va voir pourquoi tantôt. Alors, on pense que tous les enseignants connaissent vraiment les troubles d'apprentissage, puis à ce jour, encore là, si je regarde, vous avez 30 personnes ici aujourd'hui, les gens veulent en savoir davantage parce que malheureusement, ils nous mettent en avant des élèves, on n'a pas cette formation-là. Mon rêve un jour, c'est que vraiment, il y ait un cours complet, puis peut-être 2 pour tout le monde qui va dans la formation des enseignants, mais ils ne sont pas rendus là. OK? Puis quand ils parlent d'enfance en difficulté, ils leur parlent de la loi là, pour pas avoir des poursuites judiciaires. Ils ne parlent pas des adaptations, comment travailler avec les jeunes pour les aider à réussir. Il y en a qui pensent que la dyslexie, c'est très rare. C'est un mythe, là, puis ça n'existe pas. Peut-être qu'il y en a 3% de la population. Il y en a qui pensent que tous les dyslexiques ne sont pas capables de lire. Notre fille est dyslexique. Et puis, elle lit. Moi, c'est pour ça que ça a tellement de temps. C'est un enfant qui est surdoué. Elle lisait, comprenait ce qu'elle lisait. Elle n'a jamais écrit de lettres à l'envers. Donc, j'ai jamais, au grand jamais, soupçonné qu'elle avait une forme de dyslexie. Vous avez compris bien, une forme de dyslexie. Je ne savais même pas qu'il y avait des formes de dyslexie. Et puis, alors souvent, j'en dis pas plus long, je vais finir. Tous les dyslexiques écrivent en miroir. Elle n'a jamais écrit en miroir non plus. Alors, c'est pas tous les. Puis ensuite, que tous les qui inversent des lettres, ils inversent pas. Elle était très lente pour écrire. Notre fille, elle est légère dyslexique. Elle a une dysorthographie. Quand je vais prendre les formes, je vais vous le dire tantôt, ça va être plus facile. Alors, il n'inverse pas des chiffres. Que la dyslexie disparaît avec l'âge. Non. S'il y a eu des bonnes adaptations puis des bonnes stratégies, ils vont être capables de maîtriser et progresser, mais ça ne disparaît pas. Ça ne se corrige pas, puis il n'y a aucun médicament qui peut guérir ça non plus. Donc, mais ça, ce sont des choses là, que vos apprenants croient dur comme fer. Puis j'ai travaillé avec des jeunes, ça fait plaisir. Ah ben, si je fais plus d'efforts, je vais y arriver. Pas petit pit. C'est pas l'effort qui manque, c'est la bonne stratégie que tu n'as pas. La minute que tu vas avoir la bonne stratégie, tu vas voir ça va débloquer, que ça va bien aller. Alors, on sait, excusez-moi, les troubles d'apprentissage touchent 10 populations. Donc, un enfant sur 10. On entend beaucoup parler de l'autisme. Et l'autisme, c'est 1 sur 68. Et les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, c'est 1 sur 10. Puis ensuite de ça, il y en a combien? Donc, dans nos écoles francophones, là, dans le temps, il y avait 100 000 élèves, mais ça veut dire qu'il y a 10 000 élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Comment est-ce qu'on va les adresser puis leur aider à réussir? Puis je dois vous dire, là, combien d'apprenants et d'apprenantes n'ont jamais reçu de diagnostic? Je peux vous dire, la grande majorité que vous avez, ils ont manqué le bateau. C'est pas de leur faute. C'est le système qui a manqué. Et puis, les apprenants, là, quand c'était toujours les statistiques démontrent que les troubles d'apprentissage peuvent être liés à l'intimidation. Vos apprenants, c'est garanti qu'ils ont vécu de l'intimidation. Et s'ils n'en ont pas vécu, ils en ont fait pour se protéger. Il y a eu énormément de décrochage scolaire. Délinquants juvéniles, souvent, ils vont commencer à se tenir avec des gens. Les seules personnes vraiment qui vont leur parler et leur donner un petit peu de validation, ça va être des gens qui veulent leur faire des crimes. Là. Ensuite, les prisons sont pleines. Les gens, quand on regarde au niveau du taux de toxicomanie, comme beaucoup d'enfants là, qui ont des TDAH, là, des ADHD qu'on appelle en anglais, là, ils vont, s'ils sont pas médicamentés, ils vont se tourner vers le cannabis pour essayer de se contrôler. Ensuite, l'analphabétisme et le suicide. Il y a une recherche qui a été faite au Québec
et le taux de suicide entre les enfants de 16 ans et 24 ans chez les garçons, le taux de suicide chez les garçons était plus élevé et la cause principale était un trouble d'apprentissage, soit non identifié ou mal adressé. Alors ça, c'est vraiment tragique. Ensuite, pourquoi parler des troubles d'apprentissage? Parce que les troubles d'apprentissage sont invisibles. Quand nos enfants viennent au monde, puis les enfants ont un trouble d'apprentissage ou que les apprenants ne sont pas arrivés avec une étiquette, là. Moi, j'ai un trouble d'apprentissage, c'est comme ça que j'apprends. Puis souvent, ça se démontre pas avant qu'ils commencent l'école. Fait que là, ils vont attendre 2 ans parce qu'ils vont se dire, il y a peut-être, c'est parce qu'il est bébé, il est le bébé de la famille, ils ont toujours plein d'excuses pour essayer. Donc, ils attendent trop tard pour commencer à mettre en place des stratégies. Puis là, il y a un écart qui se crée tout le temps quand on attend trop longtemps. Donc, les troubles d'apprentissage sont invisibles. Ça perdure toute la vie. Puis il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de familles qui sont en détresse. Puis vous allez trouver le 9e lien sur le site web, là, c'est tangué sur Lido, c'est l'impact d'un trouble d'apprentissage chez la famille, puis vous l'avez dans les 2 langues, français et anglais. Alors, quand on veut parler, est-ce que c'est une difficulté d'apprentissage ou est-ce que c'est un trouble d'apprentissage? Il faut voir, premièrement, est-ce que la personne polyglotiste, est-ce qu'elle a déjà eu un examen de la vue? Je dis toujours ça aux parents, premièrement, il va-tu quelque chose? Il va-tu correct? Pour commencer. OK? Parce que c'est peut-être juste ça. L'autre, c'est l'ouïe. Est-ce que l'enfant entend bien? Puis là, il y a 2 tests à faire. Il y a un test pour savoir, il est sourd, oui ou non. OK? Mais aussi, il y a un test d'audition centrale. On a besoin de savoir son taux de compréhension, puis aussi son taux, comme si je dis le son V. Est-ce que c'est V qui entend? Parce que si c'est pas V qui entend, quand il va avoir à mettre la lettre V sur le son V, ça marchera pas, là. C'est pour ça qu'il va avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment savoir ceci, parce que si on sait qu'il y a un problème au niveau de l'audition centrale, il va avoir des choses différentes à faire en salle de classe et partout pour lui aider. Ensuite, un des livres que j'ai beaucoup aimé, c'est pas un livre récent, mais ça s'appelle Dyslexie et autres mots. Regardez le mot, M-A-U-X. Donc, c'est tous les autres problèmes qui peuvent causer à l'école. Il y a des grilles d'évaluation dans ce livre-là, il y a plein de choses. C'est un bon livre de point de départ pour quelqu'un qui commence là-dedans. Ensuite, on sait que les difficultés d'apprentissage, c'est temporaire. Puis la raison que c'est temporaire, c'est parce que tu peux avoir un enfant ou un apprenant, OK, quand il était à l'école, qu'il y avait des choses qui se passaient dans sa vie. Donc, il était toujours en classe, il était toujours assis dans l'école, mais il n'était pas là d'esprit. Vous pouvez aussi avoir ça dans vos classes. À un moment donné, si la personne est en état de divorce, ben peut-être présente à votre classe, mais elle passe peut-être à son divorce, là. Okay? Donc, elle n'est pas vraiment concentrée. Ensuite, il y en a d'autres, ça peut être, je pèse toujours une mauvaise clé, ça peut être une chicane de famille, une chicane avec des enfants, ça peut même être la mort. J'ai mis un petit chat ici, c'est parce qu'à un moment donné, nous, dans une expérience que j'ai vécue avec une famille, c'est que l'enfant a perdu son hamster. Mais là, un hamster, c'est pas la fin du monde, un hamster, hein. Mais là, le petit bohan, il avance à plus, l'affaire, puis là, la mère m'appelle, t'as tout stressé, on a essayé ci, on a essayé ça. À un moment donné, elle me dit, il a perdu son hamster, il est mort. Ben, j'ai dit, on va faire un test, peux-tu en racheter un autre? Il en a racheté un autre, puis d'un coup, il est revenu. Okay? Donc, on voit que ça allait pas bien à l'école parce qu'il était distrait par d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est temporaire. Donc, ils ont juste besoin d'une récupération. Quand si c'est à l'école, vous n'avez pas de PEI, là, mais à l'école, les jeunes vont avoir qu'est-ce qu'on a un plan d'intervention. Moi, je dis toujours aux parents, si l'enfant a besoin d'un plan d'intervention pour plus de 2 ans, c'est vraiment un trouble parce qu'il n'arrive pas à rattraper les autres. Parce que pour avoir une difficulté d'apprentissage, il faut te prendre à côté, te faire, tu sais, là, on va te ramener, puis t'embarques, puis ça continue. Okay? Tandis que pour un trouble d'apprentissage, quand ça perdure, là, ça dure toute la vie, là. Ils l'ont pour la vie. Pourquoi? Il y a 2 causes. Un, c'est neurodéveloppemental. On peut rien faire. Donc, faut pas que les mamans se sentent coupables, que tout le monde est coupable, parce que souvent, c'est ça qui arrive, hein. Quand la personne a un trouble, là, tout le monde va l'accuser, t'as fait ci, t'as fait ça, t'aurais pas dû faire ci. Bon. On n'est pas responsable de notre grandeur. On n'est pas responsable, je ne peux pas dire de la couleur de nos cheveux, mais ça, c'est pas vrai, on peut les faire teindre, là. OK? Donc, c'est génétique, il n'y a rien qu'on peut faire. Ça se passe au 3e mois de grossesse, il n'y a rien.
On ne choisit pas notre grandeur, la couleur de nos yeux. Et puis, c'est aussi neurologique. C'est qu'ils ont passé des tests MRI, là, où est-ce que c'est qu'ils font faire des tests au niveau de littératie à des gens qui sont dyslexiques et d'autres qui ne le sont pas, ou des troubles d'apprentissage qui ne le sont pas, puis ils s'aperçoivent que le travail ne se fait pas à la même place dans le cerveau. OK. Ensuite, on a donc 10% des gens ont cette forme-là et 1%, on dit que c'est une dyslexie acquise parce qu'ils vont avoir un traumatisme au cerveau. Il y a un accident d'auto, puis à un moment donné, il n'est plus capable d'écrire, il n'est plus capable de lire, il ne comprend plus. Alors, mais dites-vous bien que les apprenants, autant comme les enfants, c'est pas tout du monde qui a été échappé sa tête. OK, là, ils sont juste venus au monde comme ça. Puis la raison qu'on ne le voit pas venir, c'est parce qu'ils font plein de choses intelligentes avant d'arriver à l'école. C'est pour ça que les parents vont souvent dire, ah ben là, il est intelligent mon enfant, là. Il n'y a pas de trouble d'apprentissage, il faut juste qu'il s'applique. OK? Puis la raison que je parle beaucoup de ça, c'est parce que les apprenants, parce que c'est génétique, là, les apprenants ont probablement des enfants qui ont des difficultés à l'école. Donc, il faut qu'ils voient le plus tôt possible pour être capable de les accompagner aussi, ces enfants-là. Ensuite, un TA, donc, est causé par ce qu'on appelle une neurodivergence. C'est quoi ça, une neurodivergence? Ça veut dire que le cerveau est branché différemment. Ces différences cérébrales affectent le fonctionnement du cerveau et, vous voyez bien, j'ai commencé par les forces. Les forces et les défis. Tout le monde a des forces, tout le monde a des défis. Mais malheureusement, notre système scolaire, la façon qui est faite, on peut voir plus souvent les défis en lecture, en écriture, puis on ne voit pas vraiment les forces dans d'autres domaines. Alors, les forces et les défis diffèrent de ceux donc, qui n'ont pas de ces différences. Puis ces gens-là, on les appelle ceux qui ont des cerveaux neurotypiques. Donc, les enfants, les personnes, les apprenants qui ont des difficultés ont un cerveau, on les appelle neurodivergents. Ces gens-là ont besoin d'une rééducation. Je ne rentrerai pas au complet dans la rééducation aujourd'hui parce que ça, là, c'est un autre volet complètement. Par contre, si ça vous intéresse, puis vous allez sur le site web de l'association, vous allez voir complètement en haut, c'est lire et écrire. Pendant la pandémie, là, j'ai passé... Moi, la première année en 2020, quand on ne pouvait pas sortir, là, j'ai été en avant de mon ordinateur, puis j'ai fait 31 petites vidéos entre 8 et 13 minutes que j'ai mis en ligne. Puis j'ai mis plein de documents d'appui à côté. Donc, c'est exactement toutes les étapes qu'on a besoin de faire, là, parce que c'est des méthodes méthode multisensorielle basées sur Orton Gillingham, qui est vraiment la méthode qui est préconisée maintenant, que je dis, ça fait depuis 1996, comme je disais ça, 96 quand j'ai découvert ça. Et puis, alors, mais si jamais ça vous intéresse à un moment donné, je pourrais le lire et on pourrait passer à travers de ça. Mais là, on continue. Alors, ici, vous savez que tout le monde... Oups, je vais rester. Notre cerveau, tout le monde sait, on a deux axes. On dit qu'il y a l'axe gauche. On dit que c'est le cerveau verbal. Cerveau verbal, ça veut juste dire qu'il est très bon avec les mots. Très bon à parler, très bon à les lire. S'il y a besoin à lire des directives, j'ai 2 livres de recettes. Vous allez savoir tout de suite. 2 livres de recettes. Un qui c'est juste des textes écrits, puis l'autre qui a des images. Regardez sur lesquels ils vont aller voir. Il y en a qui vont dire, oh, c'est pas grave, ils vont tout lire, là, puis pour eux, les mots, c'est facile. Tandis que le cerveau droit, c'est qu'on appelle non-verbal. C'est pas des personnes qui parlent pas. Au contraire, c'est des personnes qui parlent. Okay? Mais c'est des personnes qui sont moins habiles à lire et à écrire. Alors, eux, ils vont voir en images. En train de lire, puis s'il voit un mot qui n'a pas d'image, des fois, il n'arrive pas à prendre ce mot-là. Il dit, c'est juste le mot il, I-L. Il ne reconnaît jamais le mot il. C'est quoi l'affaire? On lui a dit 25 000 fois, on lui a fait écrire. Comment ça se fait que ça ne rentre pas? Il n'y a pas d'image. Okay? Il y a des trucs pour arriver à ça plus tard, là. Bon. Alors, ensuite, donc, on sait que le cerveau gauche permet d'obtenir facilement des diplômes. Il va lire facilement, décoder, écrire des informations, écouter des directives, apprendre du vocabulaire, apprendre à se souvenir de faits. Des faits qui sont illogique. OK, là, des tables de multiplication. Pourquoi que 2 fois 2, c'est 4, là? OK, c'est juste parce qu'ils l'ont dit, c'est ça, on l'a appris, mais il y en a que ça rentre pas. Alors, se souvenir de séquences. Alors, oups. Ça, ce sont tous des choses qui sont vraiment valorisés dans les écoles, puis dans tous les tests provinciaux.
on ne rentrera pas là-dedans parce que moi, les tests provinciaux. Alors, cerveau droit maintenant. Le cerveau droit, c'est la créativité, l'imagination, l'intuition, l'émotion, la résolution de problèmes, la visualisation. Ils vont avoir des talents manuels, artistiques, mécaniques, peinture, musique, danse, théâtre, informatique. J'aurais pu l'ajouter. Donc, ils vont traiter des informations suivantes, donc l'espace, la grosseur, les formes, la couleur, les textures, les reconnaissances de visage. Okay? Donc, malheureusement, on n'a pas un test de compétences linguistiques en art. Puis on n'a pas un en empathie. Puis on n'a pas un en voir les interconnexions entre une matière et l'autre matière ou un lien et l'autre lien. Souvent, les gens vont être très bons pour... Les gens cerveau gauche sont très bons dans... Vraiment, là, ben, en tout cas, ils vont s'en tenir dans une matière et tout ça. Et puis, comme je regarde, à un moment donné, quand j'enseignais, je voyais des jeunes là, qui étaient très bons en français, très bons en anglais, mais ils ne voyaient pas que quand on parlait de dénouement dans un texte en anglais, c'était la même chose en anglais ou en français, ça prend des dénouements. Ils n'avaient jamais fait le lien. Oui, ça prend ça dans chacune des langues, là, quand on veut faire ça. OK? Alors, ensuite, mais il y a une chose que j'ai découvert en 2003, et puis lors d'une conférence à laquelle j'ai participé. Alors, c'est faut prendre le traitement de l'information. Ça va changer les choses chez vos apprenants quand ils comprennent ceci. On dit, le cerveau gauche, cerveau droit, bon, ça marche. Mais maintenant, pour le traitement de l'information, on a la partie en haut ici, puis la partie en arrière, inférieure, supérieure. Ça, c'est comment les gens vont interpréter l'information qu'ils reçoivent. Ici, c'était disons, en haut ici, là, je veux le nom, c'est des gens qui ont besoin de savoir le comment. C'est très important de savoir toutes les étapes qu'ils ont besoin de faire. Tandis que ceux qui sont plus cerveau, j'appelle ça traitement simultané, global, alors ça, c'est des gens qui ont besoin de savoir le pourquoi avant de savoir le comment. Donc, souvent, vous allez voir que, dépendant de votre style d'enseignement ou comment ils sont en train d'apprendre certaines choses, si une personne s'étend trop sur le comment, puis elle commence à voir qu'il y a plein de monde dans la classe qui regarde partout, c'est que ces gens-là ont besoin de savoir le pourquoi avant de savoir le comment. C'est que ces gens-là, les gens qui sont traitement simultané, donnent souvent l'impression d'avoir un déficit d'attention. Mais c'est pas un déficit d'attention, c'est juste que ils ont besoin, comme ils ont vraiment besoin de savoir le pourquoi avant d'apprendre le comment. Vous allez retrouver dans les documents, j'avais dérivé ça, donc on divise le cerveau en 4 parties, en 4 cadrans qu'elle appelle. Alors on a cerveau gauche, cerveau droit, mais chacun de ces cerveaux-là est resubdivisé. Donc on se trouve soit dans 1, 2, 3, 4. Alors là, au niveau du traitement séquentiel, tu peux être soit très habile avec les mots, ou très habile avec les images, et vice-versa avec le traitement simultané. Alors, séquentiel. Donc, les personnes qui sont les plus heureuses à l'école, qui réussissent le mieux, c'est ceux qui, apprennent séquentiellement, qui sont au niveau, sont verbales, donc sont vraiment capables, sont très bons avec les mots, sont très bons avec les séquences. Tandis que quand on regarde du côté du cerveau droit, les gens vont être très bons séquentiels, mais surtout avec des images. Ensuite, la même chose avec simultané. Simultané, ça veut dire, ils voient globalement. Si je regarde nous autres chez nous, là, mon mari est simultané verbal. Et puis, j'ai déjà eu une DG à un moment donné qui m'aidait, puis elle était simultanée verbale aussi. Donc, une journée, elle était très excitée de me dire qu'elle m'avait eu un rendez-vous avec une telle personne là, pour une subvention. Et puis, mais la date, c'était pas la bonne date ou rien, mais elle, c'était pas important, ça, c'était juste de dire qu'elle avait le rendez-vous pour moi. Vous allez retrouver dans vos documents, il y en a 2 documents qui peuvent vraiment être utiles pour vous. C'est comment, en tenant compte des caractéristiques propres aux 4 styles d'apprentissage, se sensibiliser à en tenir compte lors de nos interventions. Puis dans ce document-là, elle reprend chacun des cadrans, puis là, elle va voir, OK, bien là, si la personne, je vois que c'est une personne qui est plus habile avec les images, alors, les questions. Donc, il veut voir une démonstration avec des temps d'arrêt, observe attentivement, mais questionne peu.
Puis là, ça donne les caractéristiques, puis ça va donner le type de réponse que vous allez avoir. Ensuite, si c'est le simultané non-verbal, bien lui demande d'avoir un modèle global, veut faire des liens entre ce qu'il apprend et son vécu. C'est bien important. Donc, si on dit c'est comme ça, on va faire ça, mais ça ressemble à telle chose, on l'a déjà accroché, il va vouloir écouter. Par contre, on sait que, si on regarde le type de réponse, ils vont répondre, c'est des gens qui répondent intuitivement, ils n'attendent pas leur tour. Et impulsivement, des fois, ils n'ont même pas entendu la fin de la question, puis ils ont déjà une réponse. OK, bon. Et j'ai ajouté dans les documents d'appui, ça, j'ai pas le temps de rentrer dans tout ça. Si jamais vous voulez une journée qu'on s'assoie et qu'on regarde ça attentivement ensemble, ça me ferait plaisir. Mais au moins, vous avez les outils. Alors ici, dans son document, là, elle parle des attitudes et comportements pour les personnes dans les 4 cadrans. Ensuite, elle reprend avec les attitudes et comportements de l'intervenant. Parce que des fois, c'est juste un manque d'arrimage entre notre type d'enseignement et l'élève qu'on a, l'apprenant qu'on a devant nous. Donc, il faut être conscient de ça. Ensuite, on a description, portrait type enfant. Il aurait dû dire apprenant, parce qu'elle faisait ça pour des écoles dans un système scolaire, mais les descriptions sont les mêmes. Puis description, type de parent. Alors ça peut être aussi utile pour vos apprenants qui ont des enfants, parce que l'enfant, souvent, n'a pas le même style que le parent. C'est ça, là. Ça, c'est une autre affaire. OK? Bon. Alors, à ceci, si les gens disent « Ah non, moi, je suis pas bon », tout le monde est bon dans quelque chose. OK, là? Tout le monde a des forces. Donc, il s'agit de savoir où ta force, toi? Parce qu'ils vont dire « Ah non, moi, je suis pas bon, parce qu'ils ont échoué des cours, ils sont pas bons en français, ils sont pas bons pour lire, donc ils se disent pas bon dans tout. » Ils se rendent pas compte qu'ils ont une force, eux, que les autres ont pas, mais pour eux autres, c'est tellement facile que puis lire et écrire, c'est tellement difficile, c'est pour ça qu'ils dévaluent leur force. Alors, ça, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est Howard Gardner. Il y a eu plusieurs choses, vous allez en trouver plein à l'Internet. La raison pourquoi j'aimais celui-ci, c'est cet article-là, puis vous l'avez dans vos documents, c'est parce qu'il prend les 8 titres, puis ça dit, OK, j'aime, j'excelle, j'apprends mieux. Ça c'est quelque chose que vous pourriez faire avec vos apprenants. Si je regarde naturaliste, comment est-ce qu'il va apprendre, lui? Quand il expérimente, quand on lui présente une tâche ou une thématique en relation avec la nature, et quand il organise les informations en forme de tableau. Probablement, vous allez voir, lui, pour apprendre, il a commencé à se faire des tableaux. Alors, ça peut être très utile pour vous. Qui nous amène à dire, bien, Suzanne, tu nous parles de forme de dyslexie, puis forme de trouble d'apprentissage. Alors, on sait qu'il y en a un que tout le monde connaît très bien, c'est l'hyperactivité. Parce que ça, c'est les personnes qui bougent beaucoup, qui sont impulsifs. Bon, mais souvent, on va manquer les déficits d'attention. Puis je vais y revenir plus tard. Ensuite, vous allez voir, il y a un paquet de troubles d'apprentissage là, qui commence par 10. 10, ça veut dire une dysfonction. Donc, il y a un problème avec. Et c'est neurodéveloppemental. Donc, tout ce qui commence par 10, ça veut dire que la personne est née avec. Elle est née comme ça. OK? Parce que si c'était une aphasie au lieu d'une dysphasie, donc la personne qui a un AVC, puis qui perd l'habileté de la parole, elle n'est pas dysphasique, elle est aphasique. Donc, on va avoir des enfants autistes qui peuvent vraiment lire très bien. Ils lisent, là. C'est beau comment est-ce qu'ils lisent. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont compris. Ils n'ont rien compris. Absolument pas. Rien. Tu dis, ben, non, ils ont tous lu les mots. Ça? Non. Lui, il souffre de alexie et non de dyslexie. OK, on va. Donc, aphasie, c'est un trouble primaire du langage. C'est qu'ils vont inverser l'ordre des mots dans les phrases et tout ça, là. Ma belle-mère a eu un AVC, puis c'était une des séquelles. Ensuite, la dyspraxie, ça, c'est au niveau de la coordination. Ça peut être au niveau de la coordination, au niveau de l'écriture, mais ça peut être au niveau de la parole. Il y a un acteur, j'oublie son nom, là. Lui, c'est au niveau de la parole, puis quand il parle, on dirait qu'il est en état d'ébriété puis qui est vraiment chaud, mais dans le fond, c'est parce que les muscles de sa mâchoire n'ont pas été assez développés. Souvent, ça arrive chez les enfants qui n'ont pas réussi à bien téter quand ils étaient jeunes, donc les muscles autour de la mâchoire n'ont pas été assez développés. Alors,
Ensuite, on a la dyscalculie. Ça, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec tout ce qui a rapport aux mathématiques. Soit apprendre ses tables, ou soit apprendre les concepts, ainsi de suite, ou la valeur du nombre. Dyslexie, c'est gardé pour la lecture. En anglais, ils n'ont pas ça. Dyslexia, ça va pour lecture et écriture. En français, on a divisé les deux. Dyslexie, c'est un trouble spécifique de la lecture. Puis la raison que j'écris ça comme ça, c'est parce que à ce jour, à mon grand désespoir, au ministère d'Éducation, quand on fait évaluer des enfants, on peut pas juste mettre dyslexie. C'est pas encore vraiment reconnu à 100%. Faut que la personne qui évalue utilise le même vocabulaire que dans les écoles parce que sinon, ils n'ont pas l'argent, en tout cas. Donc, ils peuvent dire maintenant trouble spécifique de la lecture causé par une dyslexie, en tout cas. Mais dyslexie, c'est un trouble au niveau de la lecture, tandis que la dysorthographie, trouble sévère de l'orthographie. Je vais vous expliquer tout pourquoi ils ont de la misère avec ça tantôt. Ensuite, il y en a qui vont avoir le syndrome Gilles de la Tourette, c'est des tics moteurs. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un enfant ou un adulte qui prend du Ritalin pour son hyperactivité peut voir apparaître des syndromes, des tics qui vont se développer. Il les avait déjà, c'est juste que ça les monte plus à la surface. Ensuite, maintenant, il faut parler de comorbidité. C'est ça qui nous cause, comme enseignants, comme formateurs, c'est ça qui est difficile pour nous. Alors, on sait que les apprenants, n'importe qui a un trouble d'apprentissage, malheureusement, il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs, à des degrés différents. Donc, on reçoit une classe, tu veux préparer quelque chose, tu vois que lui est comme ça, l'autre comme ça, je vais faire, tu sais, là, ils semblent avoir la même chose, puis là, ils réussissent pas de la même façon à la fin. C'est parce que ils ont tous des degrés différents dépendant de c'est-tu au niveau de la lecture, c'est-tu au niveau de la conscience phonologique, c'est-tu au niveau de telle chose. Alors, c'est pour ça que ça devient difficile. Mais une chose qui a été prouvée, c'est que les personnes qui sont dyslexiques sont aussi dysorthographiques. Donc, quand je regarde notre fille, nous, elle est dyslexique. Elle lit. Elle comprend ce qu'elle lit, mais elle ne lit pas à la même vitesse qu'une adulte qui n'a pas de trouble d'apprentissage. Donc, elle a son CPO, elle a 3 diplômes postsecondaires, elle a un bac en psycho. La raison qu'elle a réussi, qui est venue à bout de réussir, c'est parce qu'elle, ses livres, elle pouvait les écouter. Elle les écoute à 100 000 à l'heure. Et là, bien plus vite que moi, je lui dis, non, elle a quelque chose là-dedans. Non, elle, là, elle s'est habituée à écouter ses livres, puis ça va super bien. Donc là, ça lui donne du temps pour pouvoir faire le travail d'application qui va avec. C'est pour ça que ces gens-là vont s'en sortir grâce aux technologies d'aide, puis sont à un vraiment bon temps maintenant, parce que il y a eu une éclosion au niveau du perfectionnement depuis la pandémie. Et là, ça fait quelque chose de bon, ça a au moins fait ça. OK? Alors, mais dysorthographie, c'est que les gens ont de la difficulté avec l'orthographe. Il y en a 25% des personnes qui sont dyslexiques qui sont aussi douées. Donc, ils ont un QI supérieur à la moyenne. Mais malheureusement, ça ne se reflète pas à l'école parce qu'ils lisent pas comme les autres et ils écrivent pas comme ils ont trop de difficultés. C'est pour ça qu'ils se disent toujours, moi, je suis pas intelligent. Non, non, non. Tu as juste cette faiblesse-là. Là. C'est pas tout le monde qui est mécanicien, c'est pas tout le monde qui est bon en informatique, c'est pas tout le monde qui est bon en notation. Bon, ben, c'est juste moins bon là-dedans, c'est tout. Puis aujourd'hui, avec la technologie d'aide, puis justement, il y a l'organisme, un des livres, là, je ne l'ai pas ici, là, celui qui avait les petits points, ça s'appelle Made by Dyslexia, le site. Puis ça dit justement, il y a plein de choses qui ont été faites dans le monde aujourd'hui, c'est grâce à des personnes qui avaient la dyslexie. Alors, et puis, qu'est-ce que je te peux dire? Donc, je vais voir l'écran oublié. Ça m'a fait perdre je vais continuer. Alors, il y en a 35% qui ont, en plus d'être dyslexiques, vont avoir un TDAH. OK? Difficulté, soit TDAH et un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ensuite, il y en a qui vont avoir de la dyspraxie, beaucoup de difficultés à écrire. Notre fille, là, à ce jour, elle a 40 ans aujourd'hui, là, à ce jour, je vous montrerai un de ses textes, là, puis vous diriez, ben non, c'est en 3e année, puis elle est en train d'apprendre à écrire. Non, elle a 40 ans, sa calligraphie est très mauvaise, malgré qu'on a fait de la pratique avec une herbothérapeute pendant 1 an et demi de temps. Puis là, je disais, écoutez, je disais, puis à un moment donné, l'ergothérapeute a dit, Suzanne, il va falloir que tu te rendes compte là, que ta fille ne pourra jamais écrire. C'est comme si son bras n'est pas branché au cerveau. Quand on comprend la neurodiversité,
on comprend. En 1996, il n'y a personne qui parlait de neurodiversité. Puis quand je suis arrivée et j'ai dit ça à l'école, bien là, l'hypothérapeute me dit que son bras, il n'est pas branché. Il semble pas branché pour l'écriture. Bien là, moi, j'ai passé pour la maman nounoune, là, puis la maman qui se protégeait son enfant. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne pourront jamais maîtriser l'écriture. Ça va toujours être très lent, très laborieux. Donc, pour ces apprenants-là, de grâce, utiliser des technologies dans lesquelles ils peuvent dicter pour qu'ils maîtrisent ceci le plus vite possible. Et puis, aussi leur montrer comment utiliser des logiciels comme Antidote, qui est une grammaire électronique, qu'on développe là, leurs habiletés au niveau des technologies d'aide. C'est ça qui va leur permettre de s'en sortir. J'avais de me revenir l'idée tantôt quand je parlais d'écoute, parce que ma fille, elle avait écouté plusieurs livres. Il y a un auteur, Ben Foss, qui dit, ça j'ai vraiment aimé ça, vous savez qu'on a 3 façons de lire. Hein? On met beaucoup d'accent sur la lecture avec les yeux. C'est bien important de lire avec les yeux. C'est pour ça qu'une personne qui n'est pas aveugle, on va absolument qu'il lise avec les yeux. Mais s'il était aveugle, est-ce qu'on dirait non, tu as besoin de lire avec les yeux? Ou on te montrerait le braille, lire avec tes doigts. Puis de nos jours, avec tous les livres auditifs et tout ça, là, donc on lit aussi avec les oreilles. Donc ma fille a développé cette habileté-là de lire très rapidement avec ses oreilles. Alors, c'est ça c'est quand on parle de rééducation des gens qui ont des troubles d'apprentissage, c'est de leur montrer à vraiment utiliser les technologies d'aide pour pouvoir démontrer tout ce qu'ils connaissent. On sait qu'aussi autistes, il va y avoir des gens qui sont autistes puis ont aussi un trouble d'apprentissage. Ils peuvent avoir aussi une dyspraxie. Puis là, moi, il y a une amie de la famille que son enfant est autiste, il a un trouble d'apprentissage puis un déficit d'attention avec hyperactivité. Il a gagné à la loterie, ce petit petit-là, là. OK? Alors, maintenant, quand on regarde la prévalence, oh my God, OK. La prévalence, c'est que quand on regarde trouble d'apprentissage, il y a autant de garçons que de filles. Mais je me dis, ben, c'est bien bizarre, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on regarde, vous savez, la comorbidité, déficit d'attention. Déficit d'attention, ça veut dire que tu es là de corps et non d'esprit pendant que tu es à l'école. Donc, tu es très distrait, mais ça se voit pas. Ça dérange pas en salle de classe, parce que souvent, on est dérangé par tous ceux qui grouillent l'affaire. Donc, la personne qui dérange pas, mon Dieu, qu'on est soulagé, elle dérange pas. Mais c'est peut-être une personne qui a un déficit d'attention, donc qui manque beaucoup d'informations pendant qu'on parle. Puis on sait que ça, c'est 3 filles pour un garçon. 3 filles sur 4 personnes, là, 3 filles vont avoir un déficit d'attention. Puis malheureusement, dans nos écoles, c'est ceux qui manquent le bateau le plus souvent parce que on ne reconnaît pas qu'ils sont en difficulté. On fait juste interpréter comme quoi ils sont juste pas capables. Et puis, on les fait pas évaluer. Et puis, éventuellement, ça les rattrape. Là. Ils sont pas capables de suivre. Tandis que les garçons, eux autres, ils grimpent des rideaux puis sont partout. Parce que j'ai 3 garçons pour une fille qui ont un TDAH. Eux autres, souvent, ils vont se faire dire à la maternelle, ils vont le faire évaluer, il y a quelque chose, ton petit, là. OK? Alors là, c'est pour ça que il y en a qui disent, non, les troubles d'apprentissage, il y a plus de garçons qui en ont que de filles. Non. C'est juste que les filles n'ont pas été identifiées. En 1996, quand on a découvert en 97 que notre fille était dyslexique, je me suis dit, là, j'ai une folle, tu sais, là, comme ils disent en anglais, a bull in a china shop, là. Okay, il fait absolument que je trouve pourquoi puis trouver l'information. J'ai tombé sur cette ressource ici qui est faite aux États-Unis. Imaginez, depuis 1996 qu'on sait que 80% des élèves ou des apprenants qui ont un trouble d'apprentissage souffrent d'une forme de dyslexie. C'est le trouble le plus fréquent. Et puis à ce moment-là, en Ontario, on avait 80% des gens qui avaient dans ce temps-là, ils appelaient ça des PEI. 80% c'était pour des troubles d'apprentissage. Puis on disait trouble d'apprentissage, mais on ne disait pas que c'était dyslexie. Donc, on passait à côté, en tout cas. Eureka! En 2022, après une guerre et tout ça, le ministère de l'Éducation reconnaît maintenant la dyslexie comme le trouble prédominant de la lecture. Imaginez tout ce temps-là que les enfants et les apprenants étaient dans le système, que les gens ne reconnaissaient pas pourquoi il y avait de la difficulté. Dans les formes de dyslexie, là, vous avez tous les différents mots de vocabulaire. Parce que moi, je lis là-dedans depuis 27 ans. Si on lit en France, en Belgique ou d'autres,
ils utilisent des mots qui sont différents pour dire la même chose. Donc, si on parle d'une dyslexie de surface, c'est soit une dyslexie lexicale, visio-attentionnelle, dyslexique. Donc, on a les différents. Je les ai mis comme ça pour que, c'est dépendant de ce que c'est que vous lisez, on va dire, ben non, Suzanne n'a jamais parlé d'une dyslexie, dysphonésie. C'est quoi ça, la dysphonésie? Vous avez tout le vocabulaire ici. Ensuite, j'ai développé un tableau, OK? Donc, je vais juste aller à l'autre ici. Oups, je t'ai trouvé, excusez. Dans le tableau, je te souhaite de revenir. Dans le tableau, ici, on voit que je vais avoir une colonne avec toutes les manifestations pour dyslexie de surface, dyslexie phonologique, et puis le « et », ça veut dire qu'il y en a qui ont un mélange des deux. Puis ensuite, la raison que j'ai parlé de dyspraxie, c'est parce que il y en a plusieurs qui ont une dyslexie et aussi une dyspraxie, puis on ne reconnaît pas souvent la dyspraxie. Donc, qui nous amène à ce tableau-là que vous avez, que je vous ai envoyé. Là, on va reprendre chacune pour voir une description des symptômes. Donc, on sait que c'est 10 à 20% des dyslexiques qui vont avoir cette forme ici. Ils vont avoir une difficulté à reconnaître des mots globalement. Ça va affecter la vitesse de décotage du mot, la vitesse de lecture, puis la compréhension de lecture. Parce que quand ils voient le mot, ils ne sont pas capables tout de suite dire qu'ils sont toujours en mode d'assemblage, puis même là, ça ne s'assemble pas. Je vais y revenir. Certains ont le syndrome d'Erlund, qui est un syndrome de sensitivité scotopique. Ça veut dire quoi, ça, dans notre langage? Ça veut dire qu'ils sont allergiques au papier blanc. Puis ils sont allergiques au papier blanc parce que là j'en ai mis juste 3 exemples. Dans le livre d'Erlund, elle en a plein d'exemples. Mais si vous voyez que votre apprenant se frotte toujours les yeux, ou si vous fermez les lumières, là, je sais pas si vous faites tout ça, faites-vous ça à distance chez vous, là? En tout cas, vous pouvez avertir les gens, parce que des fois, ils ne savent pas. Mais des fois, les gens, je me rappelle quand j'enseignais, puis il y avait des jeunes qui me disaient « Oh, madame, j'aime ça quand tu fermes les lumières. » Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils aimaient ça quand je fermais les lumières, mais quand je fermais les lumières, ça brillait moins sur la page. Ils étaient quand même me le dire, puis moi, je ne le savais pas dans le temps. Et, vous allez dire, bien là, ils utilisent surtout avant l'ordinateur. Il y a des petites réglettes qui se vendent pour quelqu'un qui veut suivre dans son livre. Quand il met la réglette, ça l'empêche le mouvement. Ça aide à garder la place sur la page aussi. Et aussi, si vous utilisez Word, là je le montre avec Word, là, mais si vous utilisez un logiciel de traitement de texte, c'est en quelque part dans vos menus, là, vous allez pouvoir faire ça avec eux. Alors, si je vais ici, je vais dans affichage. Moi, je prends mon écran tout le temps, là, comme si vous voyiez mon doigt, là, comme dans le temps que je travaillais avec un diascope. Je m'excuse, là. En tout cas, mais j'ai les flèches. Alors, on va à outils d'apprentissage. Dans outils d'apprentissage, il y a un sous-menu qui s'ouvre. On voit dans le sous-menu qu'il y a couleur de la page. Quand je change la page, vous voyez, ma page a changé de couleur ici. Dans ce menu-là, je peux même aussi faire lire à haute voix qu'est-ce que c'est qu'il y a écrit sur ma page. Alors, tout ça, là, une personne qui se sert de Word peut faire ça facilement. Donc, si vous remarquez qu'il y a de la difficulté à lire. Ensuite, les gens qui ont cette forme de dyslexie ont beaucoup de difficultés à se souvenir de l'orthographe des mots. C'est parce que, tu sais, le cerveau est branché différemment. Il n'est pas branché, c'est comme une caméra qui est brisée. Donc, le cerveau n'emmagasine pas le mot. Donc là, il n'est pas capable de retourner dans son cerveau, voir comment le mot est écrit, parce qu'il n'est pas enregistré dans son cerveau. Ensuite, souvent, vous allez voir, ils vont suivre avec leurs doigts ou avec une règle. Ils vont chuchoter lorsqu'ils lisent à voix basse. La raison qu'ils chuchotent, c'est qu'ils sont en train de vérifier avec leur ouïe, c'est qu'est-ce que c'est qu'ils sont en train de lire, ça fait du sens. Ensuite, pour les plus jeunes, puis j'ai même eu un adulte à un moment donné, parce que dans ma carrière, à la fin, j'étais bibliothécaire dans une école, grande histoire, je n'expliquerai pas pourquoi, mais puis il y avait c'était une école qui était séparée, puis il y avait des adultes qui venaient. Puis là, ils m'avaient entendu parler lors d'une conférence et tout ça, puis ils rentrent une journée, puis ils voyaient ça, parce que la veille, j'avais présenté ça aux parents. Fait que là, c'était sur mon bureau, puis ils me demandent, mais c'est quoi ça, madame? Puis là, j'explique, il dit, je peux-tu l'emprunter? Ben, j'ai dit, ben oui, tu peux l'emprunter. Ben là, il dit, ça va bien. Il dit, je peux juste parler tout bas, puis je l'entends fort dans mon oreille. J'ai dit, oui, c'est pas ça, pas que ça donne. Fait que j'ai dit, veux-tu que je te le garde ici quand tu viens? Il dit, oui. Il dit, pouvez-vous me le garder? Je vais l'emprunter quand je viens. Alors, tu sais, là, même si c'est fait pour des enfants, ça peut toujours aider. Il y a un parent, à un moment donné, quand j'ai expliqué ça, lui, son garçon, il n'était pas question qu'il y ait ça, mais lui, il était plombier, son papa. Son papa, il a pris des tubes IBS noirs, là, puis il en a patenté un.
Ben là, le jeune, il arrive avec ça. Mais là, c'était cool, là, c'était quelque chose. Mais là, il y avait je sais pas combien de garçons dans la classe qui en voulaient un. Fait que là, papa s'est mis en enfer. À un moment donné, il y en a qui ont été de le prendre parce qu'ils n'avaient pas besoin. Mais je dis toujours, quand les outils sont là, t'empêches pas de dire non, c'est juste pour lui, c'est pas pour toi, toi, t'as pas de trouble, t'as pas besoin. Non! S'il n'a pas besoin. C'est comme des béquilles. Hein? Ma fille, elle comptait ça l'autre jour. Ma fille donne des conférences maintenant. Elle disait, ben, des béquilles. Au début, c'est bien le fun, là. Tu vois, la personne arrive avec des béquilles parce qu'ils vont dire souvent que les technologies d'aide, c'est des béquilles. C'est pas des béquilles, ils en ont besoin. Mais là, elle dit, tu sais, si le jeune, elle a dit, quand j'étais jeune, je me rappelle, elle dit, il y a une fille, elle dit, qui est arrivée à la classe, puis elle avait des béquilles. Tout le monde voulait essayer les béquilles. Mais à un moment donné, elle s'est aperçu que c'était pas bien facile de marcher avec des béquilles. Bon, ils ont pas gardé, on n'a pas continué l'année à marcher avec des béquilles, tout le temps qu'elle, elle les avait. Donc, on n'empêche pas les gens donc, de ne pas l'utiliser. S'ils veulent l'utiliser, tant mieux. Il y a une chose qu'il faut vérifier, c'est l'oreille dominante. Puis là, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'oreille dominante, c'est qu'on sait qu'on a une oreille avec laquelle on entend, on a une oreille avec laquelle on comprend. Alors, moi, c'est l'inverse, je veux dire qu'on comprend, on entend. Ça veut dire que s'ils sont en train de... Je donne comme exemple mon exemple. Ma mère m'appelle. Okay? Puis là, elle est en train de me parler de ma tante Georgette, là, qui est en train de raconter. Ça m'intéresse-tu, ma tante Georgette? Ça va 25 fois que ma mère me dit pour commencer. J'ai le téléphone ici. Oui, oui, non, 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 non. Mais quand je... C'est ça, là. Mais quand je suis en train de parler avec un parent au sujet des troubles d'apprentissage, ou je suis en train d'apprendre des directives pour me rendre en quelque part, j'ai où le téléphone? Ici. OK? Et puis, vous remarquerez, vous leur ferez remarquer comment, où on va s'asseoir dans un théâtre. Tu rentres dans un théâtre, à moins que tu es avec quelqu'un qui, lui, veut toujours s'asseoir à gauche, puis tu veux le suivre. Mais s'il est seul, puis il veut y aller, regardez dans quelle direction il va aller. Puis ça, c'est son oreille dominante, puis c'est l'oreille avec laquelle il comprend. Et puis, il y a des tests qui ont même été faits en salle de classe où ils ont pris des enfants, ni plus ni moins, puis ils ont déplacé. Puis je l'ai fait même avec un parent. Elle m'appelle, elle était toute désemparée. Elle dit, là, je comprends pas. On savait qu'elle était dyslexique, on savait qu'elle avait des troubles. Puis ça allait bien, toute l'affaire. À un moment donné, ses notes ont chuté de 15%. Puis elle dit, je comprends. Puis là, on essayait de voir toute l'affaire. Puis la seule chose, elle dit, ben, l'enseignante l'a changé de place. Fait qu'on est allé voir l'enseignante, puis on a dit, on peut-tu faire un test avec toi? On peut-tu la changer de place puis la remettre où elle était? On l'a remis où elle était, les notes ont remonté. OK? Alors, c'est juste un petit détail, mais si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Ensuite, pour on sait que les yeux vont devenir rouges, l'écriture est très lente. On parle toujours de la dyslexie visuelle, le 10%. Ensuite, l'écriture est laboriante. Ils ne sont pas capables de chercher le mot dans leur tête. Quand ça vient le temps de l'écrire, ils ne savent pas comment l'écrire. Puis ils vont essayer de... Pour eux autres, c'est comme une image. Puis ils essayent de figurer quel dessin ils ont vu dans l'image. Ensuite, ils démontrent un déficit d'attention. Ici, là, vous allez remarquer, s'il y a des gens que quand on leur demande de lire ou d'écrire, ils deviennent très, très agités, mais qu'en autre temps, ils ne sont pas agités, c'est pas vraiment un déficit d'attention. C'est parce qu'ils sont trop stressés quand on leur demande d'écrire, et puis ça suractive les glandes surrénales qui émettent de l'adrénaline, et puis ça les force à bouger. Ensuite, ils vont devenir confus, frustrés. Ceux qui perdent la classe en claquant la porte, là, okay, c'est souvent pas parce qu'ils en veulent à vous ou à la matière, c'est parce qu'ils sont dépassés par le fait qu'ils n'arrivent pas à faire la tâche comme les autres. Quand on regarde maintenant la dyslexie, il y a une chose, je vois que je n'ai pas mis. Ça, c'est la forme de dyslexie qui est la plus difficile à corriger. Okay, j'ai oublié de le mettre, là, mais celle-là, c'est celle qui est la plus difficile à corriger. L'autre, la dysphonésie, ou dyslexie auditive, c'est celle qui est la plus fréquente. Puis la raison, souvent, c'était par la méthode qu'on enseignait la lecture initialement quand ils étaient à l'école, quand ils ont commencé. Il y a 60 à 70% des personnes qui sont dyslexiques, c'est cette forme ici qu'ils ont. Puis ça se corrige. Ils ont ce qu'on appelle une faible conscience phonologique. C'est quoi une conscience phonologique? Wow! Dans une minute, là. C'est parce que là... OK. Ben, je sais pas... Ah, ça vient tout. C'est parce que... Je ne veux pas tout tenter. J'avais de l'animation qui menait une chose à la fois. Je vais le faire... Oups! J'ai-tu ma souris ici? OK. Quand on pense à conscience phonologique, on sait qu'on parle
on parle en phrases. Mon mari dirait que je parle en paragraphe, là, mais on parle en phrases. Les phrases sont formées de mots. Les mots sont formés de syllabes. Dans les syllabes, il y a des sons d'attaque, ça veut dire le son initial, comme radis, radeau. On a des rimes aussi. Ça, c'est le son à la fin. Il y en a qui ont de la difficulté même avec le vocabulaire début et fin. Il faut faire attention. Alors, puis quand on voit rime, parce que ça ne s'écrit pas de la même façon, mais ça sonne de la même façon. Ensuite, de la syllabe, il faut descendre au phonème. Ça, ce sont les sons. Donc, les gens qui ont des troubles d'apprentissage, c'est parce que le cerveau va trop vite. Il faut les amener à dire, OK, là, tu entends un mot. C'est quoi les sons que tu entends? L'ordre des sons dans ton mot. Puis ensuite de là, une fois qu'ils sont capables de donner les sons, est-ce qu'ils sont capables de mettre la lettre qui va avec ce son-là? C'est là ça devient difficile pour eux. Parce que quand on arrive au brun, ici, le phonème, on appelle ça développer la conscience phonémique. Puis là, on va faire des activités de segmentation, fusion, manipulation. J'ai pas le temps. Plus tard dans la section de questions, si vous voulez que je revienne à ceci, ça va me faire plaisir. Mais c'est en partie le fait là, qu'ils ont ça, c'est des gens que quand ils vont écrire, ils sépareront pas les mots à la bonne place. Ils vont accrocher ils vont écrire les mots comme ils parlent, donc ils vont accrocher des mots différemment. L'ordre des lettres dans le mot va être différente. On a ça j'ai tout ça là, dans les grilles d'observation. Ensuite, donc c'est des personnes qui ont de la difficulté à reconnaître la lettre qui va avec le son. Ensuite, comment ça se fait? Le décodage, encore ici, ça ne s'automatise pas. Ils ont de la difficulté à analyser des mots inconnus parce que s'ils ne sont pas capables de savoir quelle lettre Moi, j'ai travaillé avec des jeunes du secondaire, là, qui n'étaient pas capables de me pointer la lettre S dans l'alphabet. Bien, s'il n'est pas capable de me pointer la lettre S, il ne sait pas quel son pour faire la lettre S. Alors, ils ont de la difficulté avec ceci. Ensuite, difficulté incapable d'assembler certains groupes de sons, lecture hésitante segmentée, écriture très lente parce qu'ils sont en train de figurer, OK, ça c'est le son que j'entends, c'est quelle lettre qui va là-dessus, mais pendant qu'ils sont en train de tout figurer ça parce qu'ils sont pas sur l'automatisme, vous êtes rendu trois phrases plus loin. Ensuite, ils n'arrivent à peine à écrire 2 à 3 phrases de dictée pendant que les autres en écrivent 10. Leurs écrits sont souvent peu intelligibles. Certains cas plus sévères entendent seulement des parties de mots. Ça ici, là. Mais cette forme va se corriger beaucoup plus facilement. Puis une fois qu'ils l'ont corrigé, il va y avoir une éclosion qui va se faire. Quand on parle de dyslexie mixte, ils ont un mélange des deux. Donc, trouble persistant en lecture, trouble persistant en écriture, malgré une correction répétée. Tu as beau leur dire le mot, là, écris-les ils peuvent l'écrire 2500 fois, là. Premièrement, quand ils vont l'écrire, il va y avoir plein de fautes dedans. Il va regarder, il va manquer des lettres parce qu'ils n'ont pas compris que le mot, c'est des groupes de sons, puis il faut que tu dises les sons pendant que tu les écris. C'est comme ça qu'on fait la correction. Là. Ensuite, ils aiment qu'on leur lise des histoires, les consignes. Il y a une bonne compréhension des histoires et des textes qu'ils entendent. C'est pour ça que c'est bon de développer la lecture par les oreilles. Les cas les plus sévères, eux autres, là, compréhension très faible, écriture très pauvre, n'aiment pas lire ou écrire, deviennent agités, cherchent toujours à éviter la lecture et l'écriture. C'est pour ça qu'eux autres, là, on les branche le plus vite possible sur les technologies d'aide parce qu'ils aiment écouter, puis ils aiment apprendre. C'est juste qu'ils ne sont pas capables d'apprendre avec leurs yeux comme tout le monde. Selon West, la lecture c'est en tout cas c'est l'auteur que j'aime beaucoup, la lecture est exécutée plus lentement chez les sujets atteints de dyslexie, mais ces élèves ou ces apprenants ont un grand désir d'apprendre. Donc, ils ont l'intelligence. La calligraphie et l'orthographe des dyslexiques se détériorent lorsqu'ils écrivent une dictée parce qu'ils sont en état de stress. Plus ils sont stressés, plus les symptômes de leur trouble d'apprentissage va monter à la surface, ni plus ni moins. Ensuite, la dyspraxie. Alors ça, c'est celle qui est motrice. Difficulté à mémoriser les mouvements requis pour écrire une lettre. Le mouvement ne vient pas dans le bras. C'est des petites séquences, puis ça ne vient pas.
beaucoup d'inversions de lettres. Donc, ceux-là peuvent faire beaucoup d'inversions de lettres ou de chiffres, vont tenir drôlement leur crayon. Vous allez voir, le crayon, c'est comme une arme. Essayez de le enlever, vous ne pourrez jamais, ils tiennent trop. C'est les gens là, qui font toujours ça. « Oh, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. » C'est parce qu'ils tiennent leur crayon, c'est pas facile pour eux. Ensuite, drôle de façon de former des lettres malgré, tu sais, comme quand ils apprennent à écrire, comment le faire, t'as beau le faire, t'asseoir à côté de eux, ils font, puis tu pars de là, ils reviennent, ils font d'une autre façon. Ensuite, ils ont de la difficulté à suivre des lignes et respecter les marges. Alors, avec les ordinateurs, il n'y en a pas de ligne ou rien, tout apparaît bien fait. Alors, ils écrivent n'importe où sur la page. Ils se forcent tellement pour écrire qu'ils oublient les idées qu'ils veulent écrire. Parce que là, ils sont pas dans l'automatisme de l'écriture. Donc, tout l'effort est mis sur faire le mouvement, faire la bonne lettre qui va avec le son. Donc, à un moment donné, ils savent plus. Puis là, tu leur demandes, ben, qu'est-ce que c'est que tu voulais écrire? Puis là, ils n'arrêtent pas de parler, puis ils vous en disent, puis ils vous en disent, puis ils vous en disent. Puis là, ben, pourquoi tu l'écrivais pas? Ils sont juste pas capables. C'est pas de la mauvaise volonté, puis c'est pas parce qu'ils sont paresseux. Leurs productions écrites sont très inférieures à leur potentiel intellectuel. Malheureusement, ces apprenants-là passent souvent pour des personnes déficientes, puis ils ne sont pas. C'est juste qu'ils sont pris dans un corps où est-ce que c'est que la main n'est pas branchée au cerveau pour être capable de mettre tout ce qu'ils connaissent. La nouvelle définition, on sait que c'est des troubles neurologiques qui développent, qui ont un effet constant, donc je disais ça dure tout le temps, et très important sur la capacité d'acquérir les habiletés dans les écoles. Donc, quels sont les processus psychologiques qui sont atteints? Un, ça peut être la conscience phonologique. Deux, c'est la mémoire de travail. Des fois, ça va prendre du temps à aller chercher l'information. Cette connexion-là n'est pas aussi rapide que dans d'autres. La vitesse de traitement de l'information. Tu leur poses une question et puis là, ils vous regardent. Ou des fois, ils ne vous regardent même pas, ils regardent par la fenêtre. Là, tu dis, il m'écoute-tu, lui, ou m'écoute-tu? Ils sont en train de penser à leur réponse. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont en train de penser à la réponse, mais en plus de ça, ils sont en train d'analyser quelle autre réponse qu'ils pourraient vous donner avant de vous donner celle-là. Est-ce que c'est la bonne? Parce qu'ils ne veulent pas perdre la face en avant des autres. Donc, c'est leur donner le temps de pouvoir répondre. Il y en a qui vont avoir des difficultés au niveau du traitement du langage, traitement visio-spatial, des fonctions exécutives. Je vais y revenir tantôt dans une autre chose. Ça va être plus facile. Le traitement visio-moteur. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent causer des problèmes. C'est des branchements qui sont mal faits pour ça, qui leur causent des troubles d'apprentissage. Mais on sait aussi que les troubles d'apprentissage peuvent nuire à des habiletés fondamentales telles que lecture, écriture, mathématiques. Ça, ils vont avoir des difficultés là-dedans, là, tout le monde. Ensuite, ils peuvent aussi nuire à des acquisitions d'habiletés supérieures telles que l'organisation. La chambre est un désastre, le casier est un désastre, OK? Il y a de la misère, ils sont toujours en retard. Gestion de temps, communication sociale. Ils ont de la misère des fois à lire l'autre personne. Je ne parle pas d'autisme, mais comme l'enfant qui a un TDAH, il n'attendra pas son tour de parler puis il va toujours interrompre tout le monde. Ensuite, les difficultés persistent malgré. Ces gens-là, là, n'ont pas un trouble visuel, ils n'ont pas un trouble auditif. Parce qu'on ne dit pas qu'il est malentendant, on dit qu'il y a un trouble d'apprentissage. Il n'y a pas eu de trouble psycho-affectif, c'est pas quelqu'un qui a été abusé sexuellement. Il y a une intelligence supérieure. Quand on regarde là, pour leur donner le diagnostic de trouble d'apprentissage, ça prend ces choses-là. Il ne faut pas qu'il soit aveugle, il ne faut pas qu'il soit sourd, il ne faut pas qu'il y ait eu de trouble psycho-affectif. Ça prend une intelligence normale ou supérieure à la moyenne. Parce que si c'est pas ça, il n'y aura pas le diagnostic de trouble d'apprentissage, il va avoir déficience légère. Là, ils ont peut-être changé de vocabulaire, là. Des fois j'oublie. Là. C'est des gens qui sont allés à l'école. Ils ont une scolarisation régulière, parce que quelqu'un qui ne va jamais à l'école ne peut pas apprendre. Mais souvent, quand ils étaient jeunes, ils étaient toujours là. Puis quand ils vont chez vous, ils sont là aussi, mais ils n'apprennent pas à la même vitesse. Ça n'a rien à faire avec le milieu socio-culturel. Ça n'a rien à faire, mais il y a une chose, des forces humaines, c'est qu'on ne se rend pas compte du montant d'efforts qu'ils font pour pouvoir arriver à faire ces tâches-là de lecture et d'écriture. Vous allez retrouver dans les documents que j'ai donnés, parce que là, j'ai donné les manifestations par rapport à la dyslexie. Mais là, si on veut juste cibler, est-ce qu'il y a un trouble, ce document-là, je pars à partir de l'enfance, parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Si j'avais su ça quand notre fille est née, il y a bien des choses que j'aurais pu faire dès le début. Puis je vous dis que vos parents,
S'ils ont des enfants, c'est mieux de connaître, d'être aux aguets des manifestations. Parce que des fois, tu vas voir, moi, je suis allée voir le médecin, puis j'ai dit, elle était lente pour marcher, puis elle se traînait pas quatre pattes. Ah, c'est pas grave, chaque enfant évolue à son rythme, énerve-toi pas avec ça. Ben, j'aurais dû m'énerver, puis j'aurais dû mettre en place des choses. OK, là? Bon. Alors, je vous donne tout. Et puis, quand on regarde le document, vous allez voir là, que pour chacun, c'est pour ça que je vous disais, inquiétez-vous pas, vous avez toute l'information ici. Si je dis difficulté à séparer les mots en syllabes, j'ai donné un exemple. Vous avez des exemples pour tout. Donc, moi, je dirais, passez ça aux apprenants qui, même faire une activité de classe, puis vous pouvez le lire pour eux ou des choses, mais ils vont peut-être se reconnaître. Ben, mon Dieu, gardons, c'est pas ça que j'ai de la misère. Puis la minute qu'ils savent pourquoi ils ont de la difficulté, là, ils sont beaucoup plus prêts à essayer des choses, puis ça change tout dans leur comportement comme apprenant. Ensuite, là, je vous donne un petit résumé de ce que j'ai dans ce document-là. Si on regarde au niveau de troubles persistants en lecture, ils ont un débit très lent. Débit, ça veut dire la vitesse de lecture très lent, saccadé, laborieux, compréhension faible. Donc, s'il y a ça, on fait des crochets. Au niveau de l'orthographe et la calligraphie, leurs productions écrites sont très inférieures aux productions orales. C'est pour ça que ceux-là, on va leur laisser faire des PowerPoint, souvent. Ils vont avoir juste un mot, eux autres, pas comme moi, là. Ils vont avoir un mot, puis ils vont pouvoir vous parler pendant une demi-heure. Ensuite, traitement visio-spatial, ça veut dire qu'ils ont des difficultés à s'orienter dans l'espace et dans le temps. Le casier, c'est un désordre, la chambre, c'est un désordre, le cahier de notes, et qui écrivent partout sur une feuille. Dieu merci pour les ordinateurs. Ça sort tout beau, tout beau. OK? Bon. Il peut avoir des difficultés en mathématiques. Il y en a qui vont avoir de la difficulté à prendre les tables, mais au niveau des concepts mathématiques, ils arrivent à la solution tout le temps. Ils sont juste pas capables de vous expliquer pourquoi ils sont arrivés là, mais toujours bonnes. Alors, les fonctions exécutives, c'est ses cerveaux en avant ici. Moi, j'appelle le chef. C'est lui qui dirige tout. Donc, les gens qui ont des problèmes, les TDAH puis TDA, là, ils ont des problèmes au niveau des fonctions exécutives. Et puis, surtout ceux qui sont hyperactifs, donc impulsifs, émotifs, rêveurs, bougent beaucoup, manque d'autorégulation, sont pas capables, ils vont toujours, je m'excuse, j'aurais pas dû faire, je m'excuse, ils sont toujours en train de s'excuser parce qu'ils ont agi avant de le faire. Puis auto-évaluation, ils sont pas capables de prendre des tests et dire, si j'avais fait telle chose, là, ça irait mieux. Donc, il va falloir voir avec eux aussi les stratégies d'études puis comment s'y prendre, pourquoi que c'est important de faire de l'auto-évaluation. En tout, dans leurs gestes, ensuite, mémoire. Il y en a, comme je vous disais tantôt, que le mémoire, le rappel est lent de faits ou de séquences. Ils ont des difficultés à suivre des directives verbales complexes. Si vous donnez trop de directives, puis il n'y a rien d'écrit, puis vous n'êtes pas en train de pointer, puis il n'y a pas d'image, souvent rendu à la 4e directive, là, déposez votre cahier, sortez votre affaire. Bon, si j'en donne trop, là, ils vous regardent, puis comme après la première, ils sont perdus. Comme avec des enfants qu'on dit, va en haut, va brosser, va te mettre en pyjama, va brosser tes dents, fais ci, fais ça, là. Il rentre en haut, puis il ne se rappelle plus qu'est-ce qu'il doit faire. Okay? Ça, c'est des gens qui ont des problèmes au niveau des fonctions exécutives. Et puis, au niveau qui affecte la mémoire aussi, de la mémoire. Ensuite, motricité globale, il y en a qui vont être très maladroits. Autant comme tu vas en avoir qui ont des trucs d'apprentissage qui vont gagner des médailles d'or aux Olympiques, t'en as d'autres qui sont pas capables de mettre un pied en avant de l'autre. Ensuite, d'autres, au niveau de la parole, il y en a qui vont bégayer. Il y en a que c'est causé par le trouble ici parce qu'ils cherchent leurs mots, on les interrompt plus souvent, insécurité. Et puis, des fois, si vous écoutez attentivement, des fois, il y en a qui bégayeront pas. Mais si vous écoutez attentivement, vous allez voir que dans certains mots, les sons ne sont pas prononcés à bonne place. Là. OK, là, vous allez voir... je ne donnerai pas cet exemple-là. C'est trop climat, en tout cas, je n'ai pas le temps. Un autre jour. OK, ici. Il y en a qu'au niveau des habiletés sociales, ils ont un retard. C'est parce que les gens qui sont surtout cerveau droit, puis ça, Gallup Bourda, c'est quelqu'un qui avait avancé cette théorie-là, c'est qu'ils disent que quelqu'un qui est neurotypique, le cerveau gauche et le cerveau droit sont dans la même grosseur. Tandis que quelqu'un qui est un cerveau qui est neurodivergent, qui est sur cerveau droit, le cerveau droit continue à grossir jusqu'à l'âge de 25 ans.
Donc, ils restent dans le monde de l'imaginaire beaucoup plus longtemps. Donc, quand on regarde ces personnes-là, au niveau de physionomie, ils ont la même grandeur que les autres, mais au niveau comportement, ils agissent plus bébés. Et puis, il y a un rattrapage autour de 30 ans, mais c'est pour ça que des fois, pour les plus jeunes, ils vont dire, ben, coudonc, il y a 7 ans, il ne devrait pas faire ça. Ou hier soir, j'avais une rencontre avec les parents, elle dit, mon jeune, tu sais, il mesure 6 pieds, il pèse 200 livres, il a 17 ans, mais il agit comme 15 ans. Mais à cause de sa grandeur et de sa grosseur, tout le monde pense qu'il ne devrait pas faire telle chose, mais intérieurement, dans son corps, c'est un enfant de 15 ans, malheureusement. Alors, il faut voir ça, si vous travaillez avec des plus jeunes, là, ils n'ont peut-être pas atteint leur niveau de maturité comme on s'attendrait qu'ils ont. Ensuite, un trouble d'apprentissage se manifeste différemment selon les apprenants. Plus il va y avoir des manifestations, plus ils sont à risque d'avoir un diagnostic. Ils n'ont pas été diagnostiqués, mais ils ont un trouble d'apprentissage, mais on n'attend pas d'avoir le diagnostic pour mettre en place des adaptations. Ensuite, les forces. Il ne faut surtout pas ignorer les forces. Ces gens-là, il y en a 25% qui sont supérieurs. Puis il y en a, vous allez voir, ils vont avoir une force phénoménale dans un domaine spécifique. Très, très, très fort en informatique ou très, très fort au niveau de la nature ou très fort au niveau des sports. Imaginatif, intuitif, créatif, curieux, visuel, habileté en résolution de problèmes, rapide en identification de patrons, très habile. Je ne peux plus vous donner d'exemple malheureusement là, parce qu'il faut que j'avance. Alors, compréhension rapide de nouveaux concepts dans un domaine particulier, vocabulaire avancé dans un domaine particulier, compréhension de textes et de consignes lues de vive voix, talent particulier. Okay. Ici, je ne m'attarde pas à ceci. Je vais avoir le 23 avril, j'ai une soirée d'information pour les parents sur l'importance de reconnaître les forces des enfants et comment les reconnaître. J'ai des grilles et tout ça que j'ai préparé. Alors, l'information est sur notre site web. Mais on voit que faut pas, absolument pas négliger les forces de ces personnes-là. Puis je dis toujours, on peut aller chercher, aider au niveau de la lecture, quand ils lisent dans le domaine qui les passionne. Parce qu'ils veulent absolument apprendre. C'est des gens qui veulent apprendre. Donc, vous allez voir, si on leur demande de lire plus souvent dans le sujet qui les passionne, leur niveau de lecture va améliorer. Ça, je l'ai dit souvent, il faut voir, je ne passe pas par-dessus celui-là. Si on regarde le montant de manifestations, là, plus il y en a, plus il est à risque d'avoir un trouble d'apprentissage non diagnostiqué. Comment appuyer les apprenants? Puis là, ici, on sait que avant de pouvoir développer le goût de la lecture, il faut d'abord développer l'habileté. Puis malheureusement, les apprenants que vous avez là, ont manqué ça. Les gens, on dit qu'on apprend à lire jusqu'en 3e année, mais à partir de la 4e année, on lit pour apprendre. Donc, la personne qui n'a jamais maîtrisé la lecture, imaginez l'écart année après année après année qu'il n'y a pas au niveau des connaissances et du vocabulaire. C'est pour ça que moi, je dis toujours, dans les écoles, là, si l'enfant ne peut pas lire, il faut absolument le brancher sur des systèmes pour qu'il puisse écouter les mêmes livres que les autres, pour qu'il ait les mêmes connaissances et le même vocabulaire que les autres, parce que sans ça, on s'acharne à toujours juste vouloir lui montrer à écrire. Il accuse un retard tellement grand qu'il pourra, il pourra pas rattraper les autres avant qu'il arrive chez vous. Puis là, qu'il se concentre dans les domaines qui le passionnent, quelque chose qu'il peut pas faire quand il est à l'école primaire. Ensuite, l'apprentissage de la lecture, là, c'est qu'il faut prendre conscience que les mots sont formés d'un groupe de phonèmes, que l'alphabet est composé de 26 lettres, que les phonèmes représentent des lettres, que l'écriture excusez, je vais aller trop vite là. Que l'écriture sert à représenter graphiquement la pensée, que l'écriture sert à communiquer, que pour atteindre la fluidité en lecture, il faut développer la précision. Tu peux pas avoir de la fluidité si tu n'as pas développé la précision. Puis la fluidité s'acquiert avec la lecture orale accompagnée et de la relecture orale. Et toutes les activités qui servent à développer les connaissances générales. C'est pour ça que je mets toujours le point de départ, c'est le vocabulaire, vocabulaire, vocabulaire. Puis ma fille travaille dans une classe avec des enfants qui ont des troubles sévères d'apprentissage. Puis elle me dit, mais les plus gros problèmes, ils n'ont pas de vocabulaire, ces enfants-là. Alors,
parce que les connaissances générales de l'enfant vont favoriser, ou de l'apprenant vont favoriser sa compréhension de lecture. Les 7 étapes de la littératie, là, on les a ici. Et sur le site web, dans la section Lire et écrire, vous avez des unités sur chacune des choses avec plein d'activités. Et qu'est-ce qui est entouré en rouge, là, c'est qu'est-ce que c'est que les parents peuvent faire avec les enfants pour les amener. Parce qu'à l'école, souvent, l'école va trop vite, puis elle ne peut pas leur donner le temps qu'ils ont besoin. Il y en a qui apprennent à des vitesses différentes, puis il faut leur donner le temps de le maîtriser. Mais les parents sont capables de faire ceci quand ils savent quoi faire. Moi, si j'avais su ça, là, j'en ai fait de la pratique avec ma fille, mais je ne faisais pas les bonnes choses. Fait qu'elle n'apprenait pas. OK? Compréhension de lecture. Pour la compréhension de lecture, OK, je vais aller vite. C'est parce qu'il y en a qui sont même pas capables d'assembler. Donc, si tu n'es pas capable d'assembler ton mot, les mots, tu ne pourras pas arriver à adresser le mot ou juste le voir globalement. Ensuite, quand je dis que la caméra est... Quand on lit, là, ou on écrit, OK, tu veux écrire un mot, on le fait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans notre cerveau, ça se fait trop vite. Mais je suis en train de lire, je vois un nouveau mot. Automatiquement, un mot que j'ai pas vu, mon cerveau arrête, il met les freins. Mon cerveau découpe le mot en phonèmes. Et puis là, je vais refaire la fusion, puis je vais être capable de lire le mot. La prochaine fois, je vais le revoir, mon cerveau va ralentir un petit peu, je vais peut-être le découper encore. Troisième fois, par le temps que je l'ai lu 5 fois, mon cerveau est rendu à l'automatique, puis là, je suis capable de le lire. Malheureusement, il y a des enfants que si ta caméra n'est pas branchée comme il faut dans ton cerveau, à chaque fois que tu vas voir le mot, tu es toujours en train de le décortiquer. Tu ne l'apprends pas, il n'est pas là. OK? Alors, la même chose pour l'écrire. On dit, écris-les 5 fois, puis tu vas l'apprendre. Ils peuvent l'écrire 2500 fois, c'est pas appris. On ne fait pas notre temps de leur faire écrire. Va corriger tous les mots dans ta dictée ou dans ta lettre, ou écrire-les plusieurs fois. Mais s'ils le font à l'ordinateur, il y a des recherches qui ont prouvé que quand ils font à l'ordinateur, même s'ils ont l'autocorrecteur, ils vont venir à bout de l'apprendre comment l'écrire correctement, parce que c'est pas la main qui leur cause, mais il y a un déclic qui se fait dans le cerveau que la main n'arrive pas à faire. Bon. Pour l'équation de lecture, là, pour être capable de comprendre, il faut être capable de reconnaître rapidement le mot, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le mot pour avoir une compréhension de lecture. S'il n'y a pas de reconnaissance de mots ou il n'y a pas de compréhension du langage, on n'aura pas de compréhension. J'ai mis, parce que quand je parlais avec Lydiane, elle dit, ils ont besoin au niveau de la compréhension. Je dis, OK, mais qu'est-ce qu'il y a? La chose la plus importante pour la compréhension sont faire des inférences. Il y a différentes façons de faire des inférences. Vous avez ça, là, je l'ai mis dans vos documents. Okay? Vous avez même le lien, là, vous cliquez dessus, puis ça va vous amener, là. OK? Et pour chacun, moi, je l'ai disposé différemment, plus facile à lire, mais ça vous dit que, disons, celui qui est anaphorique, y a-t-il bon, référentiel, il faut leur mettre des mots de vocabulaire, une image, ou leur dire, vous ne le faites pas pour eux, là. Moi, je dirais, je prendrais ce document-là, pour ceux qui ont la difficulté au niveau de la compréhension de lecture. Puis là, je prendrais ceci, puis pour chacune des choses ici, je l'expliquerais, je leur demanderais de se mettre une image à côté pour s'en rappeler, puis de se mettre leur exemple à eux. OK? En dessous de chacun, pour que ça soit leur feuille aide-mémoire. Parce que je prendrais des textes, puis là, je surbrillerais chacune des, comme inférence anaphorique, causale. Je mettais une couleur différente pour chacun. Puis là, quand je lis un texte avec mes stylos, si c'est une référence, une inférence référentielle, disons, je l'ai mis bleu, je le mettrais bleu. Juste, tout ça, là, le fait d'engager un mouvement, mettre une activité multisensorielle de l'apprentissage, ça va faire toute la différence. Parce que si je fais juste leur donner ça et leur lire ça, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, il n'y aura pas d'apprentissage, je vous garantis. S'il y a un apprentissage, c'est pas un truc d'apprentissage, c'est peut-être une difficulté d'apprentissage, mais si quelqu'un est capable de lire tout ça, peut être capable de le faire, là, ben, c'est peut-être quelqu'un qu'on lui dit, ben, fais ton effort parce que tu es paresseux. Mais, règle générale, là, la personne qui va être capable, vous allez voir, s'ils ont besoin du guide, là, il y a un trouble. La personne qui n'a pas besoin du guide, là, OK? Mais ça peut être vraiment bon pour vous. Ensuite,
Ah, ça ici, tantôt, quand je disais, quand on est en train de lire, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, là, on regarde comment c'est écrit, le sens du mot, la syntaxe. Puis c'est le petit bonhomme qui avait le tabalou tantôt, là, qui lisait, ben, quand il lit, s'il met pas le bon mot, puis en s'écoutant, il sait que c'est pas, il est en train de lire, je sais pas moi, chemin, ça devrait être, je sais moi, cheneau ou quelque chose comme ça. Il va savoir tout de suite, comme si on dit que l'eau est dans le chemin, mais il voit l'image ou d'autres choses. Si mon exemple est vraiment pas bon, là, je suis fatiguée, mais c'est en lisant qu'on va voir si oui ou non la phrase fait du sens. Ensuite, si vous allez sur le site, dans la section compréhension de lecture, vous allez voir qu'il y a même des documents, là, stratégie de compréhension de lecture au secondaire, puis j'en ai même pour l'intermédiaire ici, le cycle moyen, dépendant où se trouvent vos apprenants. Ensuite, là, encore, je ne vais pas rentrer là-dedans. Pourquoi que c'est si difficile pour certains apprenants? C'est parce que notre langue est opaque. Est opaque, ça veut dire qu'il y a plusieurs sons pour la même, plusieurs graphies pour le même son. Si je veux écrire le son ch, là c'est de valeur parce que la façon que je suis organisée, mon animation fonctionne plus là, parce que je passe par l'Internet. Si je veux écrire Kiro, là je cache ça, vous le voyez quand même. Si je veux écrire Kiro, ok? Si je veux écrire Kiro, la personne qui a sa caméra est brisée, on sait que, qu'est-ce que c'est qui fait le son K? Ben, je peux avoir le K, je peux avoir le CH, je peux avoir le QI, je peux avoir, ok, alors, ou juste le C. Alors, il va s'essayer de différentes façons pour essayer de voir, puis même là, en essayant, parce que sa caméra est brisée, la bonne graphie, il ne sautera pas aux yeux. Ensuite, là, c'est flat, ça. Là, c'est un petit peu. Là, je sais qu'on est presque fini. Je vais pas, je n'entrerai pas avec ceci, je veux juste continuer. Ah, celle-ci. Faut regarder, là, quel genre d'erreur l'apprenant va faire. S'il écrit le mot palte au lieu de plate, puis maison, regardez maison, là, il faut corriger au niveau de la conscience phonologique, c'est-à-dire il faut revoir lettre son parce que c'est ça qu'il n'y a pas. Ensuite, l'erreur lexicale. Il a écrit « je mange du pain, mais il n'y a pas le bon mot ». Donc là, c'est une erreur au niveau de savoir quel bon mot prendre au niveau des homophones. Puis ensuite, là, il y a des erreurs syntaxiques. Il y a des élèves qui vont écrire, les élèves mangent, ils vont mettre un S. Il y a une minute qu'on dit, quand on dit lait, il faut mettre des S, ils mettent des S partout. OK, mais mange, c'est pas la deuxième personne du singulier, ça, là, il faut mettre ENT, mais on dit pas les bébés mangeants. Ils ont dit les bébés mangent, mais on l'entend pas. OK, donc, c'est tout ça. Donc, il faut vérifier quel genre d'erreur il va faire pour savoir où on doit apporter la correction. Vous avez un document qui peut vous aider aussi. Un autre. Moi, je vois les choses. Ça, c'est des choses que vous pouvez lire par la suite. Il faut démystifier les troubles d'apprentissage pour les gens. Il faut leur faire prendre connaissance de leur style d'apprentissage et leurs forces. Il faut valoriser leurs forces. Il faut leur permettre de maîtriser les différentes technologies d'aide. Là-dedans, j'en ai là, il y en a pour la dysorthographie, la dyslexie et la gestion de temps. Et même les calculatrices pour ceux qui ont la difficulté en mathématiques. Ensuite, leur permettre d'utiliser la technologie d'aide en tout temps. Ne jamais évaluer le contenu ni l'orthographe. Ne pas leur demander de lire devant le groupe. Ne pas leur demander d'aller écrire au tableau devant le groupe. Je ne sais pas si vous échangez les feuilles pour faire la correction, mais ça, on ne fait jamais ça parce que si c'est cousu de faute, à moins que ça ait été écrit à l'ordinateur puis il a pu passer au correcteur, mais si c'est écrit à la main, on ne fait pas ça. Lors d'un travail d'équipe, donner une tâche on connaît les forces de nos élèves, donc on leur donne une force parce que c'est que lui, il ne deviendra certainement pas le secrétaire du groupe, mais il peut peut-être voir toutes les interconnexions et être capable d'avoir des bonnes idées. Donc, former les groupes selon les choses. De tenir avec les apprenants des discussions. Pourquoi est-ce que j'ai cette réponse-là? Bien, ça, c'est une chose, là. Quand ils ne sont pas habitués de faire de la réévaluation de leurs tests, donc de leurs épreuves, une fois qu'ils ont leur épreuve, on leur demande, bon, ben là, tu as eu ça bien, puis celle-là, tu ne l'as pas eu. On ne leur demande pas là, pourquoi tu ne l'as pas eu bien, il ne l'a pas eu bien. OK, là, mais on lui demande, regarde, tu as eu ça bien, ça bien, ça bien, ça bien. Pourquoi tu l'as eu bien? Puis écoutez les réponses.
Puis il va dire, ah, ben, quand madame me parlait, elle montre un exemple. Quand madame me parlait, elle montre une image. Regardez, c'est toujours la même chose qui vient. Ben là, ça veut dire que pour les autres, il n'y en avait pas. Qui veut dire que maintenant, toi, quand tu vas étudier, ça veut dire retravailler les notes. J'ai eu une session sur l'étude, là. La pire façon d'étudier, c'est juste relire ses notes. Il faut retravailler ses notes. Donc là, c'est de dire, OK, d'avoir tes notes d'un côté, tu peux avoir la page de l'autre côté, tu peux te faire des dessins. Si t'es bon en dessin, si t'es bon en tableau, tu vas le mettre selon ton style d'apprentissage, selon les 4 cadrans, là. Et puis, là, c'est dire, bon, mais pour ces questions-là, tu n'avais pas d'image. Donc, toi, pour la prochaine fois, crée-toi des images pour les choses quand tu n'as pas comme ça. Quand toi, tu vas voir la question, ton image va te revenir, puis tu vas savoir quoi répondre. C'est très... Ça, là, j'ai fait ça avec des classes à un moment donné, puis ils m'ont dit que c'était la leçon la plus profitable, pas juste de l'année, de leur vie. Parce que je les ai rencontrés lors d'une, tu sais, ils font toujours comme le 25e anniversaire de telle chose. Puis on dit, c'est madame, là, cette affaire-là, là, c'est la chose qui a été le plus utile pour moi. Ce qui m'a aidé vraiment à aller chercher des diplômes et tout ça. Ensuite, comment organiser ses notes selon sa façon qu'il apprend. C'est pour ça qu'on dit, va pas étudier, va organiser tes notes selon la façon que tu apprends. Le but de ce questionnement-là, -là, c'est leur donner confiance dans leurs habiletés d'apprendre. Ils sont capables d'apprendre. Mais vous allez chez vous, ils sont tellement hypothéqués. C'est triste. Moi, je trouve que c'est criminel. Qu'est-ce qu'ils ont passé à travers? Il faut voir aussi des stratégies d'études. Ça, OK. Puis là, la raison que j'ai mis ça, c'est que dites-vous bien que même si vous avez plusieurs élèves qui ont de la difficulté, ils n'ont pas tous la même difficulté, le même niveau de difficulté avec la même chose. C'est tout différent pour tout le monde. C'est ça qui est très difficile comme intervenant. Ensuite, l'égalité n'est pas justice. Donc, il y en a qui disent, ah, c'est pas juste si lui veut prendre son ordinateur puis l'autre peut pas. Mais non, de nos jours, pourquoi qu'ils peuvent pas tous l'utiliser, je sais pas, là. OK? Et puis, l'inclusion, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir utiliser Antidote, que tout le monde l'utilise, que tout le monde écoute des livres audio et tout ça. Conclusion, il ne faut jamais oublier que les troubles d'apprentissage sont des handicaps invisibles qui affligent des apprenants, 10% des apprenants. Les TEA ne sont pas causés par une déficience intellectuelle, ils sont intelligents. Il manque pas d'un stimuli d'attention. C'est pas la faute de personne. C'est pas parce que il fait pas son effort, c'est pas parce que l'école a pas fait. Mais moi, je parle avec les enfants aussi là, souvent. C'est pas un manque d'effort, ni de motivation. Ensuite, c'est pas lié à la race, c'est pas lié à la culture, c'est pas lié à la situation financière de la famille. Il faut toujours mettre l'accent sur les forces de l'apprenant pour l'aider à surmonter ses difficultés. Donc, vous avez eu des outils que je vais donner plus de bonheur pour être capable d'aider à l'apprenant à voir où sont ses forces. La maîtrise des technologies leur aide à permettre de communiquer leurs connaissances. Ensuite, rappelez-vous bien que la rapidité d'apprentissage est une question de personnalité et non d'intelligence. Pour ça, je dis les 4 étapes, là, il y en a qu'on a besoin de prendre plus de temps avec eux autres. Ben, qu'on prenne le temps nécessaire pour que ça débloque. Ensuite, en pédagogie, prendre son temps n'est pas synonyme de perdre son temps. Là, faut pas que je pleure. Sur ça, si ça vous intéresse, vous allez sur notre site web. Je suis très émotive des fois quand j'arrive à ce diapo-là. OK. Je sais pas si vous avez voulu l'écouter, c'était 2 minutes. C'est 1 minute quelque chose, j'ai pas le son. Mais vous pouvez aller aussi sur notre site web. C'est pour renseigner qu'est-ce que c'est qu'on fait comme association. C'est que les parents cherchent d'informations. Et là, franchement, Suzanne, prends-toi. OK. Voulez-vous qu'on l'écoute ou qu'on l'écoute pas? Suzanne, excuse-moi de te couper là, juste un petit rappel. Il est 3 heures, Oui. il est 15 heures, donc je ne sais pas si j'ai mis le lien du site dans le chat. Peut-être que pour des personnes celles qui voudront quitter là parce elles sont peut-être occupées, je mettrai aussi ton courriel s'il y a Oui. des personnes qui veulent communiquer avec toi pour certaines questions. C'est ça. Puis si, au lieu de le faire par courriel, je préférerais que vous me donniez des temps où je peux vous appeler et on pourrait parler. Ça va plus vite parce que j'en ai toujours trop long à dire. Puis c'est plus facile. Moins long pour vous aller, puis plus facile pour moi à faire. S'il y en a qui veulent rester, je sais que Lydiane, tu dois quitter et tu vas fermer. Non, je l'avais fermé cette affaire-là.
Et Marc, je suis en train de dire, OK. Tu dois quitter. Alors, mais s'il y en a qui veulent rester pour jaser, j'ai pas de problème. Moi, je peux rester. Je sais qu'on ferme l'enregistrement parce que justement, la prochaine diapo, c'était je vous remercie de partager ma passion. Ensemble, on peut faire une différence. Pour être rendu à la période de questions.